Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce nouveau webinaire qui est un peu particulier par rapport à d'habitude. On a fait il y a quelques semaines un webinaire sur la retraite, si vous vous souvenez bien, et Dieu seul sait que c'était tellement important de pouvoir déjà avoir toutes ces informations déjà sur votre avenir, c'est-à-dire sur votre retraite. Vous pouvez retrouver ce webinaire bien évidemment sur la chaîne YouTube Christophe Batz Coach Academy, une chaîne qui est en accès libre et qui aide les coachs avec plein de notions différentes. Vous le verrez, ça sera très très intéressant pour vous et ça vous permettra d'évoluer dans de parfaites conditions. Et bien aujourd'hui, on retrouve nos amis de la MMA, les Mutuelles du Vent. On les retrouve aujourd'hui avec nous pour un nouveau sujet qui va traiter d'astuces que tout le monde n'a pas forcément, ou de notions fondamentales qui permettent de bien placer son argent et de pouvoir avoir on va dire des secrets sur le fait de pouvoir bien vivre correctement de son activité, que ce soit aujourd'hui ou demain. Donc j'invite aujourd'hui et j'accueille Romain Trépied de l'agence Trépied qui est à Évian-les-Bains et sur deux autres agences qui sont en Savoie. Merci Romain d'être là présent. Bienvenue. Merci, merci Et beaucoup. et puis Sébastien Roch, qui est expert en gestion de patrimoine et qui la dernière fois, pardon, j'allais dire l'année dernière, la dernière fois nous a apporté des conseils qui étaient d'une valeur fondamentale. Donc restez bien jusqu'au bout, c'est très très important de pouvoir écouter jusqu'à la fin ce que Sébastien nous a préparé. Sébastien, merci et bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ces nouvelles astuces et nouveaux conseils que je vais vous diffuser tout de suite après. Oui, en fait, c'est vrai que Sébastien donc, nous a rejoint en début d'année avec vraiment un statut de gestionnaire de patrimoine. Et souvent, dans les discussions qu'on a avec nos collègues, nos amis, nos clients ou autres, ben, quand on parle de gestion de patrimoine, tout le monde se dit, mais en fait, bah, c'est pas pour moi, quoi, parce que, tu vois, je suis pas assez riche ou, entre guillemets, la gestion de patrimoine, c'est pour les riches. Et nous, ça nous embête parce qu'effectivement, c'est vraiment quelque chose à laquelle on veut tordre le cou. La gestion de patrimoine, c'est pour tout le monde dès lors qu'on se pose des questions justement sur son avenir, sur son patrimoine, et qu'on cherche à améliorer les choses, à le faire perdurer dans le temps, puis ensuite à le transmettre. Et donc, l'idée avec toi et avec tous les coachs qui vont regarder ce webinaire, c'est de donner toutes les astuces que Sébastien utilise pour la gestion de patrimoine et puis le diffuser au plus grand nombre, pour que justement, comme on le disait, vous ayez ces astuces-là pour gérer votre patrimoine au mieux. Et puis après, pourquoi pas vous accompagner individuellement là-dedans. Mais déjà, voilà, tordre le cou à ces préjugés. Non, le gestion de patrimoine n'est pas que pour les riches, mais avec un gestionnaire de patrimoine, on peut devenir riche. Et oui, et c'est vrai que quand on évoque le mot patrimoine, on a l'impression que on doit avoir des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, alors qu'en réalité, un patrimoine, à partir du moment où on a 1 centime d'euro, on a déjà un patrimoine. Si vous avez un téléphone, vous avez un patrimoine. Si vous avez une télévision, vous avez un patrimoine. Donc c'est vrai que effectivement, parfois on part sur des a priori, hein. C'est ça. Donc, l'idée là, c'est de donner des astuces pour faire monter son patrimoine, faire grossir son patrimoine dans de bonnes solutions. La France, c'est un pays voilà, où il y a beaucoup de règles, de droits, de fiscalité, mais il y a du coup énormément de contre-droits, contre-fiscalité, si on peut dire ça comme ça. Et donc, il faut les maîtriser, les connaître pour en tirer son avantage. Et ça, c'est le rôle du gestionnaire de patrimoine, du coup. Et c'est génial parce que je rebondis sur une notion que je donne régulièrement aux coachs sportifs, c'est que on a sur les réseaux sociaux, c'est une aparté que je fais rapidement, hein. Je sais que je vais pas encore me faire des amis sur ce coup-là, mais c'est comme ça. Sur les réseaux sociaux, on a tellement de liens sponsorisés vers parfois des pseudo-experts qui cherchent à vous vendre quelque chose et qui, au bout du compte, quand on gratte un petit peu, n'ont pas de notion vraiment aussi d'expertise aussi importante qu'un vrai gestionnaire de patrimoine, un assureur qui sait ce que c'est le milieu des assurances, qui connaît son métier. Alors que parfois, on se retrouve avec des liens sponsorisés, on clique dessus parce que ça nous intéresse, parce que ça paraît être alléchant. Et derrière, on a des personnes qui viennent juste d'être formées, voire des fois même pas diplômées ou n'ayant même pas suivi un cursus. Et on tombe dans des filets parfois et avec des surprises qui ne sont pas super agréables, hein. Non, c'est sûr, sur Internet et de manière générale, il y a beaucoup de tout et de n'importe quoi. Voilà, on est une compagnie française, les fonds sont gérés en France par un des plus gros groupes mutualistes qui est Covea. Ça, c'est hyper important parce que du coup, ça assoit
vraiment la légitimité des contrats. Et puis derrière, Sébastien est formé en gestion de patrimoine, diplômé et expérimenté. Donc de ce fait-là, on est vraiment sur quelque chose. On ne fait pas de Bitcoin, par exemple, on fait pas de NFT, on ne fait pas toutes ces choses-là qui sont peut-être de très bonnes choses. Hein, on ne porte aucun avis là-dessus et aucun mauvais avis là-dessus, mais c'est pas du tout notre créneau. Nous, on est dans la gestion de patrimoine et dans l'épargne de bons pères de famille, comme on dit, c'est-à-dire avec quelque chose où c'est basé en France, c'est encadré, on vend pas du rêve, mais on permet que ça dure dans le temps, que ça puisse grandir avec les gens et se transmettre ensuite aux héritiers de manière la plus sereine possible. On fera pas des plus 30% de rentabilité chez nous, mais normalement, on fait pas des moins 200% non plus. C'est l'idée. Merci, en tout cas, c'est cool. Sébastien, qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre? Parce que moi, je suis pareil, j'ai qu'une envie, c'est de m'enrichir de ce que vous allez pouvoir nous dire. Qu'est-ce que vous allez pouvoir nous apprendre aujourd'hui, Sébastien? Aujourd'hui, en fait, on va effectivement je vais vous diffuser certaines astuces. Alors, moi, c'est des astuces, pour moi, c'est les bases, c'est les fondamentaux, effectivement, de la gestion de patrimoine. Alors, effectivement, je rebondis un peu sur ce que vous venez de dire, Christophe et Romain. On assimile souvent la gestion de patrimoine, à des milliers d'euros, mais aussi à de l'immobilier. Et le patrimoine, c'est pas que de l'immobilier. Effectivement, il y a plein de choses. Et on va le définir effectivement dans les astuces. Vous allez voir, aujourd'hui, on va donc des fondamentaux. C'est plutôt un recueil de bonnes pratiques sur les bases de la gestion de patrimoine. Et c'est aussi enrichi de mon expérience et des expériences clients que j'ai eues tout au fil de ma carrière. Et ça va permettre justement de vous donner déjà des petits tips de départ que vous allez pouvoir à la fois utiliser sur votre côté pro comme sur votre côté, bien entendu, en tant que particulier. C'est des choses qui s'adaptent. Alors, vous allez certainement avoir des choses que vous avez peut-être déjà mis en place sans le savoir, ou alors vous allez retrouver aussi des choses que vous avez mis en place de manière construite au fil du temps. Et l'avantage aussi de toutes ces astuces, prenez aujourd'hui ce qu'on va vous donner et on sera bien entendu à votre écoute pour la suite si vous avez des questions voilà, à l'avenir. N'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est les conseils pratiques pour optimiser vos dépenses personnelles et préparer votre avenir. Parce que quand on parle de gestion de patrimoine, il est important effectivement d'avoir ces deux notions-là. Comment préparer son avenir si au départ on ne maîtrise pas ses dépenses? Donc là, on va avoir effectivement aussi des petits conseils là-dessus. Quand on a monté avec Christophe et Romain l'idée effectivement de ce webinaire d'aujourd'hui sur les astuces de riches quand on ne l'est pas encore, eh bien déjà, on va falloir qu'on définisse ce que c'est que la richesse. Et en fait, on est un peu tous différents par rapport à cette notion de richesse. On a chacun sa définition de devenir riche, comment on fait pour devenir riche. Ça peut être effectivement les besoins courants, faire face à ces imprévus. Important également, c'est se faire plaisir, hein, parce que être riche pour moi, voilà, c'est de pouvoir faire les sorties, pratiquer le sport que j'ai envie. Voilà, on a tous des notions différentes. Et puis, on a peut-être envie chacun de faire des voyages, préparer les études des enfants, préparer sa retraite. Donc, différents projets qu'on peut financer et qui peuvent être intégrés effectivement dans cette notion de devenir riche. On a chacun notre définition et ce qui est important en termes d'astuces, c'est déjà de définir pour nous quelle est sa définition à chacun. Et le maître mot, c'est vraiment de préparer et d'anticiper un maximum tout ce qu'on peut anticiper. Alors, pour moi, les objectifs, je suis parti effectivement. Alors, ça, je vous le diffuse. J'ai toujours travaillé comme ça. Je l'ai mis en place. C'est une méthode pour moi, en plus de ma formation de gestion de patrimoine, que j'ai mis en pratique pour moi à titre personnel. Et puis également, quand j'ai été entrepreneur dans une vie antérieure, je me fixais toujours des objectifs, parce que c'est important. Et je pense que vous aussi, en tant que coach sportif, quand vous accompagnez des personnes, les personnes viennent vous voir avec un objectif. Et bien, l'idée aussi en gestion financière, c'est de pouvoir préparer donc ces objectifs et puis ces projets. Alors, ces projets peuvent être différents pour tout le monde. Me mettre à l'abri financièrement, je veux effectivement avoir ce confort d'assises financières. Mon objectif peut être effectivement l'achat de ma résidence principale, d'augmenter mon parc immobilier par la suite avec des investissements en biens locatifs.
partir en voyage, préparer les études des enfants, préparer ma retraite, et puis comment je fais pour transmettre mon patrimoine dans les meilleures conditions. Mais voilà, tous ces objectifs-là sont aussi des projets de vie que chacun doit définir dans une bonne gestion patrimoine et pour effectivement atteindre l'objectif d'être riche. J'ai, moi, tout au long de ma carrière, j'ai une méthode que je vous transmets. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est la méthode SMART ou la technique SMART, qui est une méthode de gestion de projet, mais qui peut s'adapter à plein de projets différents, qu'on soit professionnel ou en tant que particulier. Sur cette méthode SMART, donc avec c'est un acronyme, hein, donc spécifique, c'est préciser la nature du projet. Donc, je définis effectivement le projet. Ce projet-là, il doit être mesurable. Donc, on doit mettre en place des indicateurs pour suivre le projet, hein, comme par exemple, si on met en place de l'épargne, je veux atteindre telle somme à un instant T. Donc, il faut que ça soit mesurable avec des points de passage, que ça soit acceptable, parce que si on a des objectifs trop ambitieux qui sont inatteignables, à ce moment-là, ce projet-là, il va s'arrêter à un moment donné parce que on perd en motivation. Donc, toujours bien fixer des objectifs qui soient acceptables et réalisables. Et puis également la partie réaliste. Là, on revient aussi un peu sur cette notion d'ambition. Il faut aussi que ces objectifs soient atteignables. Et puis temporel, c'est important de fixer ces objectifs court, moyen, long terme en fonction des projets de chacun et des ambitions qu'on y met. Donc cette méthode-là, moi, je l'utilise vraiment, alors pas tous les jours, mais je me suis fixé des objectifs, que ça soit à titre personnel, pour ma famille, pour mes projets, et puis aussi professionnel. Je pense que vous avez aussi des objectifs et des projets, et aussi pour accompagner les personnes que vous accompagnez tous les jours. Alors ça Là, va. c'est une... Je fais Oui, juste une aparté, Sébastien. oui, Ça va intéresser notamment Peter qui est aujourd'hui avec nous parce que j'étais ce matin en visio avec lui, on discutait parce qu'on se connaît bien. Et Peter a justement deux projets comme ça, donc on n'en parle pas forcément, mais Peter, toi, cette méthode SMART, ça pourrait énormément t'aider dans le cadre de effectivement, de tes deux idées à venir. hop. Alors, là, je vais vous partager une petite règle. Alors, c'est pas forcément de la gestion de patrimoine. C'est pas forcément Pour moi, c'est une règle de gestion financière. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la règle qu'on appelle la règle des 50-30-20. C'est une sénatrice américaine, Elizabeth Warren, en fait, qui a effectivement créé un guide pratique de la gestion budgétaire qu'on peut appliquer à la fois. Alors là, c'est plutôt sur la partie particulier. Je trouve que c'est intéressant parce que avant de pouvoir dégager pour devenir riche ou aller atteindre ses objectifs, du coup, il faut déjà savoir quels sont les moyens qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour atteindre ces fameux objectifs. Cette règle des 50-30-20, elle est assez simple. On va retrouver la première partie qui est la 50% en fait du budget qui doit être consacré effectivement à toutes les dépenses courantes. On va retrouver effectivement le loyer, on va retrouver les soins, les courses, les impôts, les factures d'abonnement téléphonique, réseau Internet, etc. Les transports, les assurances, bien sûr aussi, parce que c'est des choses qui sont effectivement impondérables qu'on va avoir régulièrement. Alors, ce budget-là, vous pouvez le créer effectivement de manière mensuelle en fonction des revenus. Et puis éventuellement, peut-être aussi aller un petit peu plus loin. Et c'est là qu'on peut faire aussi le parallèle avec une entreprise. Hein. Quand on est entrepreneur, on va chiffrer alors pas le bilan, mais effectivement dans un prévisionnel pour le chiffre d'affaires de l'année suivante, c'est de définir en fait quelles vont être mes charges courantes de mon entreprise et puis effectivement qu'est-ce que je dois mettre qu'est-ce que je dois dégager en termes de chiffre d'affaires pour payer les charges, pour avoir des revenus, etc. Donc ça peut aussi effectivement, on peut faire le parallèle avec la gestion d'une entreprise. Donc, on a défini effectivement 50% de ce budget aux dépenses courantes. On va avoir 30% du budget qui vont être consacrés à se faire plaisir. C'est le budget plaisir, moi je l'appelle comme ça. C'est les sorties, les loisirs, sortir au cinéma, aller faire du sport, prendre un abonnement à une salle, prendre effectivement des séances de coaching pour effectivement, j'ai un objectif de me remettre en forme. Voilà, ça peut être effectivement intégré dans ce 30% de budget.
Et il faut essayer de faire tendre les personnes que vous suivez dans le 50% du budget pour que ça soit des charges qui soient fixées. Donc ça, c'est plutôt l'objectif qu'on peut se fixer aussi. Mais en tout cas, les 30% du budget, c'est voilà, les sorties, les loisirs pour se faire plaisir. Et puis, le dernier point, bah, c'est 20% du budget qui peut être consacré effectivement à des provisions financières, donc avec de l'épargne qu'on peut alimenter, voilà, qu'on peut effectivement arbitrer sur différents supports, sur différents livrets. Et c'est important d'avoir effectivement, de mettre en place cette discipline pour pouvoir effectivement atteindre ses objectifs. Et alors, on n'est pas tous au même moment, on vit pas tous les mêmes vies. Et puis surtout dans notre vie, on a une vie qui s'écoule au fil du temps et on a chacun nos objectifs. L'idée, c'est aussi que ce concept de 50-30-20, vous pouvez l'adapter. Vous pouvez alors l'adapter, mais en tout cas, c'est la cible qu'il faut respecter parce qu'à un moment donné, on va peut-être pas pouvoir effectivement faire de l'épargne ou se faire plaisir parce qu'il va falloir qu'on dépense bah, voilà, un peu plus sur. On a des dépenses courantes qui arrivent, on a des travaux, on a des choses qui viennent qu'on n'avait pas forcément anticipées. Où là, il faudra gonfler un petit peu le budget, les 50% du budget, peut-être attendre à 60 et puis réduire un petit peu le reste. Mais en tout cas, il faut essayer de se donner comme ligne directrice de revenir sur ce 50-30-20 équilibre et puis de le mener à bien pour vos projets. Donc Donc ça, voilà. globalement, Sébastien, si on revient à au fait on soit avec aujourd'hui des entrepreneurs, Oui. ça veut dire que vous devriez de préférence mettre à peu près 20% de vos recettes dans de l'épargne? Oui, ça pourrait être effectivement 20% sur un revenu, par exemple, de 2000 euros mensuels. Il faut se dire que ça équivaut à 400 euros d'épargne, enfin 400 euros de budget qu'il faudrait consacrer à préparation de l'avenir et des projets. Hmm. Et quand on parle d'épargne, c'est pas seulement le livret A. Non, c'est pas seulement le livret A, effectivement. Ça peut être l'assurance vie, ça peut être le plan d'épargne retraite, ça peut être investir sur des comptes à terme, ça peut être faire également de l'immobilier, hein, on va en parler aussi. C'est se concentrer effectivement sur l'épargne, c'est au sens large. C'est comment je peux atteindre un objectif sur de la gestion financière parce que j'ai envie d'avoir une certaine somme à un moment donné dans ma vie où je veux préparer ma retraite. Et pour préparer ma retraite, effectivement, bah, je fais un effort tous les mois sur cette épargne-là pour pouvoir constituer ma retraite. C'est intéressant ça parce que Voilà, donc c'est vraiment pardon. Les coachs Allez-y, Christophe, je vous en sportifs prie. qui sont là, les coachs sportifs qui sont là ou qui nous regardent, c'est intéressant comme de vous dire, voilà, est-ce que chaque mois, vous mettez à peu près 20% de côté. Vous pouvez faire votre calcul assez facilement. Donc, c'est pas seulement de les sortir et de les mettre sur un livret classique, mais c'est aussi peut-être de compter dans ces 20% ce que vous mettez en PER, donc en plan d'épargne retraite, voire en assurance vie, ou peut-être sur des comptes à terme qui sont des comptes rémunérateurs. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est un vrai un concept. Moi, c'est en tout cas comme ça que je fonctionne aujourd'hui, à titre personnel. Voilà, j'ai chiffré effectivement toutes les dépenses du foyer familial. J'ai défini en fait chaque pôle, chaque budget et en fait, à partir du moment où on a fait l'effort, alors je dis pas que c'est simple hein, au départ de définir tout ça, mais en fait, une fois qu'on l'a fait, bah, on a un cap. Et ça nous permet justement de maintenir ce cap tout au long de notre vie, et surtout en termes d'épargne, parce qu'on sait que voilà, on dit toujours que l'humain est déviant par nature. Si à un moment donné, on se discipline pas à se dire, bah voilà, je m'étends tous les mois et je fais par exemple des versements programmés sur tel type d'épargne, on le fera pas. Et je pense que quand je vous dis ça, c'est pareil dans le sport, c'est pareil dans le coaching. On se fixe des objectifs, on se discipline tous les matins. On n'a peut-être pas envie d'y aller, mais il faut y aller. Et c'est comme ça qu'on a des résultats. Belle métaphore. Alors, Bravo. merci. Voilà pour ces grands. Alors, on va faire un petit peu le focus sur les principes de la gestion de patrimoine. Alors, ces principes, effectivement, vous les avez certainement déjà vus, ou en tout cas, autrement, vous allez les découvrir ou les redécouvrir. Les principes de la gestion de patrimoine, eh bien, c'est en fait la diversification des placements. Euh, il faut diversifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas se dire que bah, si on met
tout sur son livret A ou si on met tout sur une assurance vie en fonds euros, on va aller chercher du rendement. L'idée, c'est de diversifier les investissements. Et ces investissements, alors là, au sens large, ça peut être effectivement de l'épargne financière, mais ça peut être aussi des investissements immobiliers pour effectivement diversifier. On réduit les risques. Et ça permet aussi, à un certain moment, si on a cette possibilité-là, de ne pas dépendre d'une seule source de revenus, qui est notre activité professionnelle, mais aussi de définir si à un moment donné j'ai envie d'un complément de revenus toujours en activité, bah, peut-être d'avoir investi dans de l'épargne ou dans un bien locatif, ça permet justement de diversifier différentes sources de revenus. Donc ça fait partie aussi un peu de l'indépendance financière, de pouvoir préparer et diversifier. Le second principe de la gestion de patrimoine, c'est la planification des besoins futurs. Ça, c'est important. Comme on l'a vu, on se définit des objectifs de vie et il faut anticiper. Moi, le maître mot quand j'ai démarré des formations en gestion de patrimoine, on m'a dit anticiper. Le seul verbe à retenir, c'est celui-là. C'est essayer effectivement d'anticiper. Donc, j'anticipe comment? Bah, je vais planifier en fait différentes phases de vie et je vais préparer la transmission de mon patrimoine, par exemple, à un certain moment. Je vais planifier ma retraite. Je vais mettre en place des différents outils pour anticiper des imprévus, parce que on dit toujours que rien n'est imprévisible. On peut prévoir aussi l'imprévisible avec effectivement une définition de budget. On le verra tout à l'heure dans les fondamentaux. Vous allez voir on peut effectivement, à l'aide de l'épargne de précaution, pouvoir anticiper les imprévus. On va également parler d'optimisation fiscale dans les principes. Eh bien, on a à notre disposition effectivement des outils fiscaux de déduction fiscale, comme on en a parlé dernièrement ensemble, pour ceux qui étaient présents il y a un mois, sur le plan d'épargne retraite, par exemple. On a des possibilités là-dessus, que ce soit avec votre entreprise ou effectivement à titre personnel. L'assurance vie aussi est un outil d'optimisation fiscale parce qu'il peut permettre à un certain moment effectivement de sortir de l'argent qui a produit avec une bonne diversification et de pouvoir obtenir les fruits de ces placements. Et puis, effectivement, la gestion globale du patrimoine, eh bien, c'est les personnes qui aujourd'hui s'enrichissent, c'est des personnes qui vont considérer leur patrimoine comme un projet équilibré entre sécurité et performance. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout mettre en risque, on ne va pas tout protéger non plus. Il faut avoir effectivement une diversification et avoir un bon équilibre entre sécurité et performance. Voilà, on peut pas être d'un côté ou de l'autre, faut essayer de trouver le juste équilibre. Voilà, ça c'est les principes effectivement de la gestion de patrimoine qui sont effectivement à garder en tête. On va parler maintenant des 6 piliers de la stratégie patrimoniale. Alors, les 6 piliers de la stratégie patrimoniale, la première, c'est effectivement l'épargne de précaution. Alors, vous allez voir dans différents slides, j'ai les petites astuces, effectivement, qui viennent, parce que c'est un peu l'objectif aujourd'hui de notre webinaire. Qu'est-ce que l'épargne de précaution? Eh bien, en fait, au départ, alors quand on a fait notre règle des 50-30-20, on va se prendre du recul et de se dire, l'épargne de précaution, c'est de l'épargne dont j'ai besoin rapidement pour faire face aux imprévus. Alors, des imprévus peuvent effectivement être changement d'un véhicule, peut être investissement dans un projet qu'on n'avait pas anticipé ou peu anticipé. Et effectivement, le législateur, parce que l'épargne de précaution, c'est quand même un concept aussi qui a été défini, c'est qu'il faudrait en fait avoir entre 3 et 6 mois de revenus, d'équivalent de revenus, pour pouvoir faire face aux imprévus financiers majeurs. 3 à 6 mois de vos revenus mensuels. Donc, je gagne effectivement 2 000 €. Si je veux avoir un confort ou un coussin financier, faut à minima que vous ayez quelque part de l'épargne de précaution, de l'équivalent. Donc, j'ai dit 2 000 €, ça veut dire 6 000 € à minima de côté pour faire face aux imprévus. Chacun définit son épargne de précaution. Il n'y a pas de règle, enfin, il n'y a pas de règle, il y a juste un concept aussi là-dessus, c'est entre 3 et 6 mois, mais pour certaines personnes, ça peut être plus. Pour certaines personnes, ça peut être un peu moins. Il faut, dans cette épargne de précaution, avoir des supports liquides. Donc, liquide, c'est pouvoir déplacer facilement, rapidement,
votre épargne. Alors là, on a l'exemple effectivement typique, c'est le livret réglementé, hein, c'est le livret A ou le livret de développement durable que vous avez en banque. Et puis, ce qui est bien avec le livret A ou le LDD, c'est que c'est raccordé à votre compte courant et vous pouvez faire sur une interface, une application, les transferts de fonds rapidement. Ça, c'est ce qu'on appelle un support liquide. À l'inverse, un support illiquide, c'est par exemple un bien immobilier. Parce qu'un bien immobilier, aujourd'hui, on achète, mais en cas de coup dur, on ne va pas le revendre demain. On va peut-être mettre quelques mois à pouvoir le revendre et récupérer l'argent. Donc, effectivement, quand on fait de l'immobilier locatif, il faut aussi avoir à côté l'épargne de précaution pour justement ne pas se mettre en souffrance financière et aller devoir revendre les biens qu'on avait effectivement sur lesquels on avait investi et on n'arrive pas à terme. Et ça, c'est le pire qui pourrait effectivement se passer, c'est de devoir revendre les biens locatifs. Automatisation des versements, eh bien là, je reviens un petit peu sur le concept tout à l'heure des 50-30-20. Dans les 20% d'épargne, moi, je préconise, et j'adhère bien à ça, c'est d'automatiser les versements. Parce qu'une automatisation de versement, on n'y pense plus. C'est fait, c'est mis en place. On peut y revenir dans tous les cas. C'est-à-dire qu'on peut effectivement les augmenter, les diminuer, mais en tout cas, on a déjà cette discipline-là qui est mise en place de faire des versements réguliers. Et comme ça nous permet effectivement d'avoir une épargne stable dans le temps. Et quand on dit effectivement stabilité, on est bien entendu sur une garantie de stabilité financière qui permet, comme je le disais précédemment, la vente précipitée d'investissements risqués, parce qu'on peut aussi avoir effectivement une diversification sur des unités de compte, sur une assurance vie. Et le problème, c'est que quand on fait ça, c'est sur du long terme. Et le pire des cas aussi, dans ce cas-là, c'est de devoir revendre, peut-être à perte, pour récupérer de la liquidité financière. Donc l'épargne de précaution, en résumé, c'est vraiment se dire, voilà, j'ai de côté une certaine somme d'argent que j'ai définie. D'accord, c'est moi qui me dis, voilà, il me faut ça, ça me sécurise, je sais que c'est là, et en cas de coup dur, je vais pouvoir puiser dedans. Et ça, c'est vraiment la première astuce, c'est de définir votre épargne de précaution. Le deuxième pilier de la gestion patrimoniale, c'est l'optimisation fiscale. On a à notre disposition des dispositifs légaux, bien entendu, qui sont légiférés, hein, comme on a parlé récemment du plan d'épargne retraite, avec une déduction fiscale dans le cadre de la loi Madelin pour vos entreprises, ou dans le cadre effectivement de la loi Fillon sur votre imposition sur votre revenu. Ce sont des dispositifs qui sont mis à votre disposition. Vous pouvez effectivement en user, en abuser, bien entendu. Ils sont là pour ça, dans un cadre, bien entendu, réglementaire. Et là, on est là aussi pour vous accompagner sur cette optimisation des dispositifs qui sont à votre disposition. Le PEA est un autre exemple, effectivement, de dispositif mis en place. On a aussi une deuxième partie dans l'optimisation fiscale qui est, si vous avez des opportunités et que vous avez l'envie et l'appétence de le faire, des investissements locatifs défiscalisés. Hein, on connaît tous un peu le dispositif Pinel, les anciens, les Malraux, les De Robien, etc. Ce sont des dispositifs qui sont mis en place pour justement avoir un complément de revenu à un moment donné ou défiscaliser votre imposition sur le revenu tout en se constituant du patrimoine au fil du temps. Et puis, on va aussi, troisième partie dans cette optimisation fiscale, faire le réinvestissement des économies. On peut, à un moment donné, on en parlera tout à l'heure, chaque euro économisé en impôts peut être une opportunité de constitution de son patrimoine pour effectivement venir constituer de l'épargne, pouvoir mettre de côté pour différents projets. Et en fait, quand on a effectivement cette économie d'impôts, il faut aussi l'utiliser vers d'autres choses. Et donc, là-dessus, sur l'optimisation fiscale, la bonne astuce, c'est la diversification des supports et d'utiliser tous les moyens mis à notre disposition pour pouvoir justement préparer vos objectifs et vos projets d'avenir. Le troisième pilier, et ça je pense que la plupart connaissent, c'est de l'assurance vie. L'assurance vie, en fait, c'est, alors bien entendu, nous en tant qu'assureurs, c'est un peu notre dada, hein, l'assurance vie, c'est notre outil patrimonial par excellence, parce que l'assurance vie, elle va vous donner de la flexibilité. Vous allez pouvoir effectivement investir au fil du temps, à votre rythme, et tout en bénéficiant effectivement d'avantages fiscaux
pour gérer votre patrimoine sur le long terme. Attention, l'assurance vie est vraiment un outil de moyen long terme. On n'est pas sur du one shot où je vais investir et je veux récupérer dans 6 mois. L'assurance vie, son ADN, c'est d'épargner sur le long terme. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a aussi la fameuse barrière des 8 ans pour pouvoir avoir d'optimisation fiscale parce que vous avez des abattements qui viennent s'appliquer sur les prélèvements fiscaux en cas de rachat partiel ou total de votre support d'épargne. L'autre point, c'est la transmission. L'assurance vie, quand je disais que c'était un outil de gestion patrimoniale par excellence, l'assurance vie vous permet effectivement, sur des versements, de préparer la transmission de votre patrimoine. On sait qu'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques d'une dévolution successorale, mais effectivement, vous savez tous que l'immobilier rentre dans l'actif successoral au moment du décès. L'assurance vie, eh ben, on a la faveur, l'opportunité de pouvoir avoir des abattements qui s'appliquent et de pouvoir transmettre à qui l'on souhaite de l'épargne financière. Et c'est un véritable outil, c'est une vraie force d'avoir cette assurance vie, cet outil-là de patrimonial, pour pouvoir transmettre en fonction des volontés de chacun. Et puis la troisième, c'est la stratégie de constitution de patrimoine. C'est de démarrer le plus tôt possible, des versements même modestes, parce que plus tôt on démarre, comme le PER, plus tôt on démarre, mieux c'est. Plus tôt on démarre une assurance vie, ça nous permet effectivement de générer des intérêts sur le long terme, parce qu'on est bien en phase là-dessus. Toujours pareil, l'assurance vie, c'est vraiment moyen, long terme. Et il y a une autre chose que je vais rajouter là-dessus, c'est qu'une assurance vie, il faut bien définir au départ un projet et un horizon de placement. C'est de bien définir que je fais de l'épargne pour tel projet, et je reviens sur mes objectifs, ma méthode SMART, c'est dans le T de temporel. On sait qu'on va placer effectivement de l'assurance vie pour tel projet. Un projet, ça peut être un projet de vie. Dans 10 ans, je veux faire un très beau voyage. Dans 40 ans, je veux que la transmission de mon patrimoine se passe le plus optimisé possible à mes enfants, par exemple, ou à mes petits-enfants. Eh bien là, effectivement, c'est une vraie stratégie de constitution de patrimoine. L'assurance vie, petites astuces, c'est une assurance vie par membre du foyer. Aujourd'hui, vous avez tous entendu les différentes, la loi de finances, le budget, etc. L'assurance vie, c'est l'outil aujourd'hui qui permet de prendre acte de l'antériorité fiscale. Tous les dispositifs fiscaux inhérents à votre assurance vie et à la date d'ouverture de votre assurance vie ne peuvent pas être remis en question par la suite. On a eu différentes lois de finances tout au long des 40 ans de l'existence de l'assurance vie. Eh bien, par exemple, toutes les personnes qui ont fait une assurance vie avant 1991 et qui ont fait des versements avant 1998, eux, ils ont, entre guillemets, la meilleure typologie d'assurance vie pour la transmission de leur patrimoine parce qu'ils sont exonérés totalement des droits et frais de succession sur ce support-là. Et en fait, au fil du temps, ça a un petit peu changé, bien entendu. Il y a des dispositifs qui se sont mis en route. On n'est pas à l'abri que demain, une nouvelle loi de finances incombe un changement des règles sur de l'assurance vie. Ça sera sur les assurances vie qui seront ouvertes après la légifération de l'assurance vie et de ce mode de fonctionnement. Tout ce que vous aurez fait auparavant ne pourra pas changer. Alors, on pourra effectivement changer à un moment donné, comme on le voit sur les prélèvements sociaux. Il y a effectivement l'augmentation de la CSG. Oui, mais en termes de règles de transmission, règles successorales, là, ça ne changera pas. Donc, c'est bien important, effectivement, d'ouvrir une assurance vie, même à minima. C'est pas grave. Effectivement, de pouvoir venir l'alimenter par la suite et d'être accompagné aussi pour l'alimenter. Moi, aujourd'hui, je suis père de famille, j'ai une conjointe et 2 enfants. En fait, mes 2 filles ont aussi une assurance vie pour pouvoir effectivement figer l'ouverture fiscale. Et puis, dernière petite astuce sur l'assurance vie, parce que je pourrais en parler pendant des heures, c'est effectivement une assurance vie par projet. Parce que définir une assurance vie par projet, j'ai un projet de voyage pendant 10 ans. Dans 10 ans, en fait, je vais peut-être diversifier et aller sur un support un peu plus risqué. Et par contre, je veux quand même transmettre mon patrimoine et avoir une certaine sécurisation, une tranquillité d'esprit. Et bien là, en fait, je vais pouvoir diversifier, mais un petit peu moins. Je vais plutôt aller sur des fonds en euros
ou à un moment donné, je vais plutôt mettre un peu plus sur des unités de compte, et à un moment donné, je vais plus réarbitrer vers du fonds en euros. En fait, un projet, une assurance vie par projet, ça permet aussi d'avoir une diversification et une prise de risque différente sur les supports. Ensuite, on va avoir la prévoyance. Alors ça, c'est un sujet, je pense, que vous avez certainement entendu parler, et je pense que Christophe vous en parle aussi. La prévoyance, effectivement, c'est maintenir ses revenus en cas pour faire face aux aléas de la vie. Ça va être de vous accompagner sur la protection contre les risques d'arrêt de travail, hein, parce que, encore une fois, vous êtes dirigeant d'entreprise aujourd'hui, et moi je dis toujours, l'outil principal, c'est vous. On a beau investir dans du beau matériel, etc. L'outil principal de votre activité, de votre entreprise, c'est bien vous. Et on rencontre effectivement parfois, alors peut-être parce qu'on n'a pas forcément pris le temps de les mettre en place. Autre chose, on a fait des choix d'investissement différents sur l'entreprise, mais à un moment donné, prendre une prévoyance, ça vous permet effectivement de faire face et de prévoir une nouvelle fois l'imprévisible. Et là, la prévoyance, ça permet justement de maintenir les revenus, de faire face aux aléas en cas d'invalidité, parce que l'invalidité, malheureusement, quand on est touché, c'est jusqu'au bout, hein, c'est jusqu'au bout de la vie. Et puis également, mettre en place des capitaux d'essai pour transmettre à des personnes. Alors, ça peut être effectivement votre conjoint, votre conjointe, vos enfants et des membres de la famille, de pouvoir effectivement avoir cette sécurisation financière et de savoir que voilà, si il m'arrive quelque chose, eh bien, j'aurais fait le nécessaire pour ma famille et pour les préserver financièrement. Ça, c'est important. Bien entendu, les solutions d'assurance, des contrats d'assurance vont vous garantir vos revenus. On a des solutions aussi spécifiques pour les frais généraux, hein, parce que quand vous êtes en arrêt de travail, l'entreprise, il y a des charges qui arrivent. Donc, on a aussi des possibilités sur la prise en charge de frais généraux. Et puis, eh bien, la prévoyance. Alors, j'ai mis importance pour tous. Vous la connaissez, vous, à titre professionnel. Mais une prévoyance, ça se prend aussi à titre particulier. Des salariés aujourd'hui mettent en place une prévoyance. Quand on parle de prévoyance, on parle bien entendu, pareil, de maintien de revenus, d'invalidité, de garantie d'essai qui sont personnelles, qui sont propres à chacun. Et on en parle régulièrement avec des clients salariés parce que quand on est dans une entreprise, on a de la prévoyance collective pour un ensemble de salariés, mais en fin de compte, on est tous différents et on n'a pas tous les mêmes biens, on n'a pas tous la même famille. Et de prendre une prévoyance à titre personnel, c'est aussi s'assurer que en fait, ça sera fait en fonction de mes volontés. Donc, c'est bien important. Et puis, la petite astuce sur la partie prévoyance, alors j'ai mis équilibre, cotisation, épargne. Et oui, il faut aussi faire vivre les deux en même temps. Parce que, on parlait de capitaux d'essai juste avant. Les capitaux d'essai, on les met en place parce qu'en fait, on va être en capacité de chiffrer, par exemple, si vous venez à décéder demain, quels seraient les impacts successoraux si jamais je viens à décéder. J'ai une maison, une résidence principale, j'ai peut-être un bien locatif, j'ai voilà, X projets en cours, je viens à décéder, en fait, on va mettre des capitaux en place. Mais mettre en place une épargne typée une assurance vie, par exemple, ça permet à un moment donné de bien s'assurer, parce que le capitaux d'essai, c'est je signe le contrat, demain, j'ai effectivement des capitaux qui sont en place. Il m'arrive quelque chose, c'est bon. Mettre de l'épargne, ça permet justement de constituer la transmission de son patrimoine et à un moment donné, peut-être, de réviser les capitaux d'essai parce que on s'est fixé un objectif d'épargne pour la transmission. Ça y est, c'est bon, mes capitaux sont là. J'ai peut-être plus forcément besoin d'avoir des capitaux d'essai dans ma prévoyance. Et donc, c'est cet équilibre-là qu'il faut aussi avoir en tête au fil du temps. Moi, j'aime bien dire que il faut vraiment avoir cet équilibre-là. À un moment donné, si vous avez plus, il vaut mieux faire des versements que de faire des cotisations, que de payer des cotisations. Moi, c'est plus sympa. Je préfère effectivement mettre de l'épargne que cotiser sur des capitaux d'essai. Mais parce que je sais qu'à un moment donné, c'est mon financier, c'est mon épargne financière qui est là. Donc, c'est bien aussi de faire le point régulièrement sur la prévoyance et sur l'épargne, de mettre en place la prévoyance et l'épargne. Ce n'est pas antinomique, au contraire, ça va de pair, et d'ajuster au fil du temps pour trouver le bon équilibre de la prévoyance entre les cotisations et l'épargne.
Le PER, alors ça, pour ceux qui étaient là il y a un mois, je vais pas refaire je vais pas refaire effectivement le webinaire. Les PER, comme vous le savez, c'est la préparation de votre retraite, c'est la constitution d'un capital retraite sous forme de rente ou de capital qui vous garantissent un revenu certain à l'âge de la retraite en complément de votre régime de base. Les PER sont déductibles, bien entendu, sur un revenu imposable. Donc, ça peut être à la fois sur imposition sur le revenu et sur votre entreprise. Et bien entendu, vous avez de l'optimisation fiscale. C'est un vrai outil de préparation de retraite, préparation d'avenir, qui est le PER. Pour effectivement optimiser ce PER, le maximiser, eh bien, c'est en fin d'année, c'est vraiment la bonne période, jusqu'à ce soir, de pouvoir effectivement faire des versements en complément. Alors, verser régulièrement, c'est important, mais aussi de pouvoir faire des versements ponctuels en fin d'année pour venir optimiser votre fiscalité. Et donc là, le PER, on peut en mettre plusieurs en place et vous verrez après. Et puis le dernier pilier de la gestion de patrimoine, eh bien, c'est d'anticiper la transmission. Alors, je sais que quand on a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, la transmission, c'est un peu loin. Hein, c'est comme il y a 15 ans en arrière, on parlait de la retraite. Quand moi, je parlais de retraite effectivement à des jeunes qui s'installaient à 20, 25 ans, je leur parlais de retraite, ils me disaient, oh là là, Sébastien, on a encore le temps. Hein, et voilà. Aujourd'hui, on a un peu changé. C'est vraiment rentrer dans les mœurs de préparer sa retraite. Et là, on est sur un autre sujet qui est la transmission. Dans la continuité, ouais, j'ai préparé ma retraite, c'est bien, mais il faut aussi que tout ce que j'ai, tous les fruits de mon épargne, de ma discipline budgétaire, de mes projets, etc., d'avoir constitué un patrimoine, c'est très bien déjà parce que ça, vous avez préparé et vous avez réussi vos différents objectifs. Et transmettre, c'est important aussi pour les enfants, pour votre famille. Vous pouvez choisir effectivement des héritiers et vous pouvez transmettre. Et voilà, moi, c'est dans mon ADN. Je veux transmettre. Et du coup, voilà, de penser effectivement à la transmission, c'est important et le plus tôt possible. On n'est pas obligé à 30 ans de se dire, je prépare la transmission. Mais c'est plutôt d'y penser, commencer à y penser et à le travailler. On a plusieurs outils effectivement dans la transmission du patrimoine. On va avoir les donations. Hein, ça, les donations, on peut démarrer tôt et c'est même conseillé parce que ça permet de transmettre par exemple des sommes d'argent à ses enfants pour les faire démarrer dans la vie, pour les aider, pour les accompagner. On a également le démembrement de propriété. Donc là, on va parler de donation-partage pour des personnes c'est un peu le sujet des cinquantenaires et des soixantenaires. C'est-à-dire, voilà, j'ai constitué mon patrimoine immobilier. Maintenant, comment je fais pour le transmettre à mes enfants? Eh bien là, on va parler de donation-partage. On va transmettre effectivement l'usufruit. Alors là, je rentre dans les termes techniques, je suis désolé, mais on va transmettre une partie de son patrimoine à ses enfants et puis en garder bien entendu les fruits. Hein, ça, c'est l'usufruit. On fait on leur donne la nue propriété, pardon. Et tout ça, c'est des outils qui vous permettent effectivement d'anticiper la transmission. Il faut le faire le plus tôt possible et ça permet aussi de protéger ses héritiers. C'est un petit peu dommage à un moment donné de ne pas s'être posé ces questions-là, d'avoir du patrimoine immobilier, puis au moment du décès de se dire zut, mince, effectivement, les enfants vont devoir revendre des biens parce que en fait, j'avais pas anticipé. Donc, on vient de parler de la donation-partage, ça c'est quelque chose qu'il faut songer. Il y a des contrats de capitalisation, ça c'est aussi un petit outil qui est plutôt sympathique, qui est dans l'assurance vie, dans la continuité de l'assurance vie. Et puis on peut faire effectivement une assurance vie, un contrat de capitalisation. Le contrat de capitalisation, c'est un outil pour transmettre aussi du financier à ses enfants. Je n'entrerai pas dans le détail. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à revenir vers moi. On a Thaïs qui voudrait poser une question. Thaïs, vas-y, je te donne la main. Oui, je voulais savoir si les donations, c'était toujours limité à 100 euros tous les 15 ans ou un truc comme ça. C'était quoi les limites de l'exercice? Alors effectivement, c'est tout à fait ça. Tous les 15 ans, on peut transmettre 100 000 euros à chacun des enfants. D'accord? Donc par exemple, une famille, un couple avec 2 enfants, on peut transmettre 400 000 euros tous les 15 ans. 100 000 euros du papa vers ses 2 enfants et 200 000 euros de la maman sur chacun des enfants. Et en plus, on a une autre enveloppe qui est l'enveloppe, ce qu'on appelle le don Sarkozy, 31 865 qu'on peut venir compléter effectivement aussi tous les 15 ans. Et ces 31 865, on peut aussi les transmettre à ses petits-enfants tous les 15 ans.
On va répondre à ta Et justement, question. c'est important de démarrer tôt si on peut. Et oui, effectivement, puisque c'est tous les 15 ans, donc si c'est cyclique, donc vaut mieux Oui, se mettre un rappel régulièrement et s'y prendre le plus tôt possible. Quoique, et certains ont fait des enfants assez tard, donc bah, là, il faut vite rattraper, faut se mettre un rappel, tout simplement, ce que je fais. Hein. Je me mets un rappel sur mon agenda pour me dire, attention, tous les 10 ans, là, il faut que je fasse au maximum un don de 100 000 euros à mes enfants. tout à fait. Et on a aussi la chance d'avoir à disposition des outils qui permettent justement de pouvoir préparer déjà la transmission. Par exemple, on a ce qu'on appelle un cadeau de vie, qui est une assurance vie, où on garde la main pendant les 25 prochaines années. Si l'enfant vient de naître, par exemple, et que je veux tout de suite lui faire une transmission de mon patrimoine, je pourrais le faire. Et je peux bloquer effectivement cet argent et le débloquer au 25e anniversaire de l'enfant, par exemple. Les 25 ans, c'est bien, ça peut permettre justement d'avoir un apport pour une résidence principale. Donc en fait, on peut anticiper aussi cette donation. Il y a des outils qui existent. Alors, l'idéal, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses là, et j'ai pris des notes sur pas mal de trucs, c'est de faire appel plutôt à vous, Sébastien, parce que vous avez vraiment tout en tête, tous les mécanismes, et c'est ce que je fais quand quelqu'un me pose des questions par rapport à la fiscalité et le bon choix du régime fiscal, c'est que, en fait, j'ai tout qui se met en place en tête, et à un moment Oui, donné, je peux donner la solution optimale. Et vous, c'est pareil, vous connaissez, vous maîtrisez tous ces outils, ce qui fait qu'à n'importe quel moment, quand vous avez toutes les données en main de la personne qui vous a contacté, vous êtes à même de pouvoir lui dire bah, peut-être c'est bien de faire ça, plus ça. Peut-être non. oui, 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 tout à fait. C'est important. Alors là, on est là aussi pour vous accompagner là-dessus. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans tout le déroulé, il y a plein de petits astérix qui se sont glissés. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais vous pourrez les revoir effectivement ce webinaire sur YouTube par la suite. Alors, nous, on aime bien, vous savez, hein, les assureurs, on aime bien les petits astérix, mais ce n'était pas dans le but effectivement de faire des petites lignes au contrat, c'était plutôt de pouvoir effectivement vous montrer avec ces astérix tous les thèmes sur lesquels je peux vous accompagner, et le cabinet peut vous accompagner. Vous allez retrouver des astérix sur l'optimisation fiscale, vous allez retrouver sur la diversification. Vous allez pouvoir effectivement reprendre, et si un des thèmes vous a interpellé ou plusieurs, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, c'était le but du jeu effectivement de cet Astérix, de pouvoir vous montrer aussi et d'identifier tous les thèmes sur lesquels on peut vous accompagner, bien sûr. Et c'est important d'être bien accompagné dans tous ces sujets-là. Chacun son métier, comme on aime à dire. Et voilà, c'est important de faire tout ça. Est-ce que parmi vous, il y aurait des questions à poser? Moi, j'en ai, mais si vous en avez à poser, allez-y, hein, vous êtes prioritaire. J'ai petite question sur l'optimisation fiscale. Oui, Parce que bah, moi, je suis pas banquière, je suis pas assureuse, j'y connais rien. J'ai quand même déjà diversifié un petit peu mes placements. Maintenant, c'est pour les mhm. optimiser par rapport à d'éventuelles choses que je ne suis pas au courant. Il faut qu'on s'adresse à vous directement. Oui, tout à fait. On peut voir effectivement, alors sur l'imposition, je devance un petit peu les bonus que vous allez voir par la suite. Parce qu'effectivement, on va voir par exemple sur un PER et sur l'avis d'imposition qu'on a pas on a la possibilité effectivement d'aller chercher l'enveloppe de déduction fiscale maximale sur l'année en cours, et on va voir aussi qu'on peut aller chercher les 3 dernières années. D'accord? Là, il faut qu'on fasse le calcul, bien entendu, en fonction de votre tranche marginale d'imposition, parce qu'à un moment donné, si on verse plus que ce qu'on a d'économie d'impôt, c'est pas un crédit d'impôt, c'est bien une déduction fiscale. Et donc, du coup, voilà, ça sert pas forcément à grand chose d'investir plus que ce qu'il faudrait. Mais on va voir effectivement dans les. Corinne, merci de la question. On va le voir tout de suite après, effectivement, dans les bonus. Voilà, c'est un sujet, par exemple, d'optimisation fiscale. D'accord, parfait. Et j'avais juste une D'accord? dernière question. C'était par rapport à la prévoyance. Oui. Contrat qu'on a chez vous, pour la plupart, grâce à Christophe. Merci Christophe. Euh, Merci, Christophe. voilà. Dans mon cas de figure, j'ai pas d'enfant. Est-ce que dans Oui. ma prévoyance, comment dirais-je, j'ai des cotisations que je paye tous les mois, par exemple pour mon décès, pour la transmission, voilà, pour mes héritiers. Mais Oui. si j'en ai pas, est-ce que je Oui. peux justement réduire cette cotisation du coup?
Alors, on peut réduire les capitaux d'essai, mais à un minima, parce qu'en fait, il faut aussi un équilibre financier sur le contrat de prévoyance. Comme tout contrat d'assurance, c'est un contrat qui est mutualisé. Donc, on a un minima de capitaux d'essai à mettre en place, mais on peut effectivement l'étudier pour réviser tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre l'équilibre, entre les cotisations et l'épargne, c'est qu'à un moment donné, quand on va pouvoir effectivement descendre un peu la partie capitaux d'essai, d'accord? Parce qu'en fait, on a constitué de l'épargne à côté pour pouvoir justement viser l'objectif qu'on s'est fixé. Et puis, comment dirais-je, les capitaux d'essai, je reviens, la clause bénéficiaire, c'est aussi, on n'est pas obligé de transmettre à son conjoint, à ses enfants. Ça peut être à ses parents, ça peut être à des personnes tiers. Tout ça aussi, c'est important de le voir parce qu'en fait, on pense toujours automatiquement quand on a des capitaux d'essai ou de l'épargne en assurance vie, se dire, ah, conjoint ou les enfants. Mais pas forcément. Vous pouvez aussi léguer aux neveux, aux nièces, aux frères et sœurs. C'est la force effectivement d'une prévoyance et aussi d'un contrat d'assurance vie. Ok. Super, parfait, merci. Merci Corinne. Merci Thaïs. Sonia, donc, Oui, est-ce que tu as une question à poser? Vas-y, je t'en prie. oui, une petite question. Du coup, avec tout ce que j'entends, moi j'ai 53 ans, je me suis pas, non 52, oh là là, je me vieillis. Je me suis pas intéressée à tout ça avec divers projets entre le fait de m'être mis à mon compte. Il est toujours alors j'ai deux questions en fait. Est-ce qu'il est toujours temps de commencer quelque chose même à 52 ans? Et la deuxième question, est-ce qu'il faut plutôt passer par j'allais dire un vrai professionnel, c'est-à-dire un assureur? Moi, j'ai un plan d'épargne en action et une assurance vie, mais par le biais de ma banque. Et j'ai pas toujours l'impression qu'ils soient toujours bien au fait de ce qu'on peut faire. Ok. Alors, j'entends bien, je vais peut-être me faire des ennemis. Le banquier est très bon conseiller, effectivement, aussi sur du placement. Mais je vais un peu prêcher pour ma paroisse. Un conseiller en gestion de patrimoine, on a en fait différents vernis au sein d'une formation. Et quand on est gestionnaire de patrimoine, on va vous accompagner sur différentes thématiques. La première, c'est qu'en fait, on va faire connaissance et on va rechercher quelle est la composition de la famille, quel régime matrimonial vous avez mis en place. Donc, on a un premier vernis qui va être, je dirais, pas notarial, parce qu'on n'est pas à rédiger effectivement des actes, mais en tout cas, on a une certaine appétence justement à échanger sur la composition de la famille et sur les régimes matrimoniaux. Il m'est arrivé effectivement de donner des conseils, par exemple, sur l'ajout, par exemple, d'un avantage matrimonial pour justement permettre d'optimiser la transmission du patrimoine. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième aspect d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est qu'on va aussi parler de fiscalité. Assez rare, effectivement, qu'on arrive à avoir des banquiers. Alors, il y a des banquiers qui sont gestionnaires de patrimoine également, et qui vont parler des mêmes sujets. Mais un conseiller de gestion de patrimoine en assurance, on va aussi vous parler de la prévoyance, qu'on vient de parler juste avant. On va aussi aller sur la fiscalité et on peut vous accompagner sur un aspect, un volet fiscal. Et on va revenir aussi sur l'aspect successoral. Vraiment, moi, dans l'accompagnement, en fait, on vous suit dans vos projets de vie et on constitue au fil du temps. Le fait de diversifier sur des PEA ou d'autres livrets, c'est bien aussi, hein. L'épargne de précaution se fait effectivement en banque. Pouvoir diversifier aussi ses conseillers, c'est bien. Moi, j'arrive régulièrement justement sur des avantages matrimoniaux ou sur des personnes qui vont aller sur. Hop, pardon, excusez-moi, petite erreur technique. Hop. J'accompagne aussi, par exemple, sur des personnes qui sont en concubinage. Je leur dis, voilà, voyez, effectivement, si vous venez à vous paxer avec un testament, vous allez pouvoir transmettre s'il arrive quelque chose à l'un d'entre vous. Et donc, je transmets à un partenaire notaire qui va rédiger le Pax, qui va valider ce que je lui ai dit. Pas de bêtises non plus, mais effectivement, voilà, on a il y a une vraie osmose. Donc, c'est pas antinomique de voir son banquier, c'est très bien. Mais de voir aussi un conseiller en gestion de patrimoine, ça donne une autre vision. Effectivement. D'accord. Ok. Et à D'accord. 52 ans, c'est pas trop tard. Et à 52 ans, c'est pas trop tard. Non, on a différents outils.
J'ai une idée reçue il y a encore quelques jours en arrière, une personne qui vient me voir, qui a 75 ans et qui me dit, bah, j'ai mis en place une assurance vie, mais j'ai une rentrée d'argent et bah, qu'est-ce que je peux faire? Parce que aujourd'hui, j'ai déjà tout préparé. Je sais que les versements, bah, ils sont optimisables à partir enfin, jusqu'à 70 ans. Et là, en fin de compte, on a encore des outils à disposition pour permettre justement d'optimiser la transmission. C'est jamais trop tard. C'est juste, en fait, c'est passer le pas, d'y D'accord. aller. Donc, faut Et vous contacter, voilà. j'ai bien compris. Si je rebondis sur ce que Merci. disait Romain la dernière fois, parce que effectivement, tu en parlais, Romain, c'est que quelqu'un qui s'y prenait relativement tôt et qui mettait 50, je crois que c'était 50 euros par 100 mois. euros. 100 Combien? euros. 100 euros par mois. 100 euros par mois sur 25 ans, quelque chose comme ça, ouais. Et on arrivait à un capital de combien au moment de la retraite? 100 000 euros. Combien? 100 000. 100 000 euros. C'est quand même pas mal. Et 100 000 euros, c'est-à-dire avec les intérêts ou sans les intérêts? Non, avec les intérêts en fait qui se capitalisent tous les mois sur l'argent qui était déjà là avant. Ah oui, c'est quand même pas mal. Donc c'est vrai que peut-être que plus on s'y prend tôt, plus on a de chances d'avoir un capital important, mais il n'est jamais trop tard, effectivement. Même moi, j'ai quand même, j'ai pas commencé à 18 ans à verser de l'assurance vie, ni même du plan d'épargne retraite. Je m'y suis pris peut-être, je crois que ça devait être aux alentours de 30 ans. Mais aujourd'hui, je suis content parce que, au moins, comme le disait Sébastien, je prépare l'avenir. Et je ne laisse pas le hasard faire. C'est-à-dire que je sais que déjà, mes enfants seront déjà à même d'être protégés. Je sais que quand je serai à la retraite, j'aurai un ad minima au niveau de mes revenus pour pouvoir au moins pouvoir manger, ne serait-ce que manger, payer mes factures, et puis partir à la pêche peut-être, hein, je ne sais pas du tout, ou boire des mojitos dans une noix de coco, je ne sais pas, sur une plage, dans un hamac, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, effectivement, moi, Sonia, moi aussi, je te rejoins, et c'est vrai que c'est important quand même de s'y prendre à n'importe quel moment. Il n'est jamais trop tard, à mon sens, hein. J'ai une toute Ah, petite question, c'est sur le PER, parce qu'il se trouve que j'ai suivi là, le précédent webinaire là, qui était très intéressant. Et je voulais savoir si, en fait, c'est selon les organismes auprès duquel on prend le PR qui décident de combien on met en fonds euros, en fonds catastrophe, enfin, en catastrophe un peu risqué. C'est pas des, au contraire, ça peut être des très bonnes, enfin, plus évolutifs. Est-ce que c'est moi qui peux dire, bah, moi, je veux que c'est qu'il y ait 50% comme si, des fonds en action, des fonds ceci. Enfin, qui prend comment ça se décide ça? C'est peut-être idiot ce que je pose Ça comme se question. décide ensemble. Ça se décide Pas du ensemble. tout. Pas du tout. D'accord. Ça se décide ensemble. Déjà, Ok. en fait, quand on met en place un PER ou une assurance vie pour la diversification, on va vérifier, alors ça c'est réglementaire, votre appétence à la prise de risque. Et votre expérience financière que vous avez eu vos expériences financières que vous avez eues dans le passé. C'est important d'avoir effectivement ces informations-là pour pouvoir bien vous conseiller, bien vous accompagner. En fait, dans le jargon en gestion de patrimoine, on va définir votre profil d'épargnant. C'est-à-dire qu'on va vous poser des questions. Et en fonction des réponses que vous allez nous faire, on va définir un profil d'épargnant. Et ce profil d'épargnant va déterminer en fait la proportion qu'on peut mettre entre les fonds en euros et les unités de compte. Donc ça nous donne déjà déjà une première base. À partir de là, on va vous faire effectivement des propositions. Alors on va pouvoir diversifier dans les discussions qu'on aura menées ensemble. On va pouvoir aussi vous dire, bah, attention, vous avez sur cet investissement-là un profil risqué parce que c'est le profil d'épargnant qui l'a déterminé. Moi, par contre, je vous conseillerais effectivement de peut-être minimiser un peu la prise de risque parce qu'on a échangé, parce qu'on a peut-être, on s'est peut-être aperçu que vous n'aviez pas d'épargne de précaution. Et bah, le fait de tout mettre sur de l'unité de compte en profil risqué, bah, c'est pas vous mettre dans les bonnes dispositions. D'accord? Vous avez tout à fait le droit de me dire non, moi j'y vais sur 100% unité de compte. Et de ce fait, effectivement, nous, on a apporté notre conseil et vous, vous avez fait votre choix. Mais c'est important, vous gardez toujours la main par rapport à cette diversification-là. Et après, on a différentes possibilités de diversification, hein. On va parler de gestion libre pour des personnes qui veulent sélectionner des unités de compte et des investissements en actions, en obligations. On va avoir des paniers d'unités de compte qui sont déjà prédéfinis par la compagnie et qui vont faire un petit peu entre guillemets, de gestion pilotée. Donc ça, c'est intéressant. On a ce qu'on appelle les supports à formule.
avec des horizons de placement de 8 ans maximum, et puis qu'on peut rediversifier avec des coupons qui sont connus à l'avance. En fait, on a pléthore de possibilités. Mais vous gardez toujours la main sur la décision. La décision finale, c'est vous. Alors là, on est peut-être sur du jargon technique, hein. C'est l'idéal Oui. pour moi, c'est carrément c'est de voir de prendre un rendez-vous avec Sébastien pour avoir son opinion sur votre patrimoine et donc de faire les bons choix. Je dirais que l'idéal, c'est probablement de faire ça. Et moi, c'est ce que je fais régulièrement. D'ailleurs, là, tout de suite après, j'ai rendez-vous avec Sébastien pour justement optimiser ma fiscalité de 2025 et de faire un placement en PER supplémentaire par rapport à ce que je verse d'habitude. Donc là, on va le faire juste après notre webinaire. Et il faut être, à un moment donné, il faut prendre les dispositions pour se dire, tiens, allez, go, j'y vais. Tiens, je prends contact avec Sébastien. D'ailleurs, vous aurez toutes ces coordonnées dans l'email que vous allez recevoir, puisque vous êtes inscrit à ce webinaire, donc vous allez le recevoir automatiquement, mais vous allez le recevoir aussi, vous allez pouvoir avoir la possibilité de le contacter si vous nous regardez sur YouTube, là, actuellement, sur la chaîne Christophe Batz Coach Academy, parce que c'est en commentaire. Et vous allez avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir le contacter rapidement et avoir les meilleurs conseils qui s'imposent pour vous et avoir, on va dire, un avenir qui va être bien cocooné pour chacun d'entre vous, parce que vous tenez compte de nos avis et de nos conseils. Et ça, c'est très, très important. On en reparlera dans quelques années, vous verrez. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à Sébastien pour ses chaleureux conseils et aussi Romain pour nous avoir permis de pouvoir faire ce webinaire, parce que effectivement, c'est pas toujours évident. Vous avez aussi du travail, vous avez aussi des personnes à conseiller, et là, c'est du temps précieux que vous nous avez accordé. Donc, merci encore 1000 fois. Et puis, prenez rendez-vous avec Sébastien. Vous verrez, vous serez très, très bien encadré. C'est mieux que des pseudo-experts que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux.